Bienvenue. On traverse une période assez mouvementée, hein. Crises multiples, climatiques, énergétiques, sanitaires, même géopolitiques. Oui, c'est clair que ça bouge beaucoup. Et on sent bien que nos environnements, que ce soit au travail ou dans nos vies perso, ils sont de plus en plus imprévisibles, fluctuants. Tout à fait. L'incertitude est devenue un peu la norme. Alors justement, pour essayer de naviguer là-dedans, on va se pencher aujourd'hui sur un concept clé, la robustesse. Un terme important. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ça. Qu'est-ce que c'est la robustesse? Pourquoi c'est si crucial aujourd'hui? Et surtout, comment ça se situe par rapport à cette notion omniprésente, la performance. D'accord. Et l'idée, c'est de donner des clés. Exactement. Des clés de compréhension et puis des pistes concrètes, notamment pour les professionnels qui nous écoutent. Très bien. Alors, la robustesse, telle qu'on va l'aborder ici, c'est cette capacité, disons, fondamentale d'un système, Un système, c'est-à-dire... une entreprise, Oui, une organisation, un territoire, même un individu, à préserver sa stabilité, sa viabilité. même quand ça secoue autour. Exactement, malgré les chocs, malgré les fluctuations externes. C'est une réponse très opérationnelle, en fait, pour regagner des marges de manœuvre face à l'imprévu. D'accord. Et il y a des initiatives, comme robustesse.be ou .fr, qui poussent cette idée. Ils suggèrent même, par exemple, de déployer des KRI. Des KRI, alors là, je connais les KPI, mais KRI, Voilà, Key Robustness Incentives, ou incitateurs clés de robustesse. incitateur. Mais l'idée, c'est d'inciter activement à des stratégies, des comportements qui renforcent la robustesse. C'est pas juste mesurer après coup, comme les KPI, les Key Performance Indicators. Ah, c'est intéressant comme nuance. Inciter plutôt que juste mesurer. C'est ça. Mais bon, avant d'aller plus loin sur la robustesse, il faut peut-être qu'on s'arrête sur ce qui a dominé jusqu'ici, non? La performance. Oui, c'est un peu le point de départ obligé, effectivement. Parce que ce mot, performance, il est partout. Partout. Alors, la performance, en général, on la définit comme la somme de deux choses. L'efficacité, Atteindre son but, c'est ça, et l'efficience. le faire avec le moins de moyens possible. Temps, argent, énergie. Exactement. C'est la recherche de l'optimisation. Le chemin le plus court, la cible parfaite. Et ça infuse vraiment tout notre quotidien. Le GPS qui calcule le trajet à la seconde près, les plannings de projets hyper serrés, même la façon dont on range nos couverts pour gagner 3 secondes. Oui, c'est devenu une valeur centrale. Une valeur qu'on critique assez peu finalement, mais on commence à voir les limites. Alors pourquoi cette obsession de la performance, ça pose problème aujourd'hui? C'est là qu'il faut creuser un peu. La première grosse limite, c'est que optimiser, souvent, ça fragilise. Ah bon? Comment ça? Quand on cherche l'efficience maximale, on supprime quoi? Les redondances, les marges, les stocks, tout ce qui semble être du gras. Ce qui n'est pas directement productif. Voilà. Sauf qu'en faisant ça, on crée des systèmes très tendus. Et du coup, au moindre imprévu, ça casse. Et ça, c'est pas juste théorique. On a des exemples concrets. Malheureusement, oui, et parfois à grande échelle. Prenons la pénurie de moutarde en France en 2022. Ah oui, tout le monde s'en souvient. Une sécheresse au Canada, des chaînes logistiques mondiales hyper optimisées, et hop, les rayons étaient vides ici. Un truc lointain a eu un impact direct et majeur. Incroyable. Ou le blocage du canal de Suez. Un seul porte-container géant Les Vergiven. et une artère vitale du commerce mondial paralysée. Pourquoi? Parce que tout repose sur ce flux tendu, optimisé au maximum. L'efficacité extrême sur un point crée une vulnérabilité énorme pour tout le système. Ça me fait penser à un adage, je crois qu'il est zen. Celui qui a atteint son objectif a manqué de tous les autres. C'est une excellente image, oui. Viser la performance parfaite sur un seul critère, ça rend aveugle le reste. Et surtout au risque. D'accord. Donc, première critique, grimium. L'optimisation fragilise. Il y en a d'autres? Oui, une deuxième critique, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est un phénomène assez paradoxal. L'effet rebond. C'est quand on améliore un truc et qu'au final, ça empire. C'est un peu ça. Quand on améliore l'efficience d'un produit ou d'un service, faire autant avec moins, eh bien ça peut conduire, au final, à une augmentation de la consommation globale de ce même produit ou service. L'exemple classique, c'est les frigos, non? Tout à fait, un frigo moderne consomme beaucoup moins qu'un vieux modèle. C'est un progrès, indéniable. Oui. Sauf que, comme ça coûte moins cher à l'usage et que la production est optimisée, tout le monde en a acheté, ils sont devenus plus gros, on en a parfois plusieurs par foyer. Et au final?
Au final, la consommation d'énergie globale liée au frigo a explosé. C'est presque une sorte de maladie auto-immune de la sobriété, tu vois. Une mesure locale d'efficience qui génère une ébriété globale de consommation. On voit ça partout. Les voitures moins gourmandes qui nous font rouler plus, les avions low cost plus efficients qui mènent au surtourisme. Exactement. Lessive concentrée, peau familiale de Nutella, l'effet dentifrice. Les exemples sont légion. Mais certains pourraient dire que sans ces gains d'efficience, l'accès à ces biens serait resté limité. Comment on gère ça? C'est toute la complexité. L'efficience a eu un rôle social, c'est vrai, mais aujourd'hui, face aux limites de la planète, on ne peut plus la voir comme la solution miracle. Ça ne veut pas dire que la sobriété est inutile, au contraire. Il en faut. Oui, elle est nécessaire, mais peut-être qu'elle ne devrait pas être le point de départ unique. Idéalement, une certaine sobriété pourrait découler d'une approche plus large, axée sur la robustesse. Moins de dépendance, plus de durabilité. Et la sobriété viendrait comme une conséquence, plutôt qu'un objectif qui peut avoir ses effets pervers. Intéressant. Donc, fragilité, effet rebond, troisième piège de la performance. Oui. Un troisième point, c'est la loi de Goodhart. La loi de 2. Goodhart. Goodhart, du nom de l'économiste. Elle dit en substance, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Expliquez un peu. Mais dès qu'on transforme un indicateur de performance, un KPI par exemple, en objectif suprême à atteindre à tout prix, On va tout faire pour l'atteindre. Quitte à tricher. exactement, ou en négligeant tout le reste. Du coup, l'indicateur ne mesure plus ce qu'il était censé mesurer au départ. Il devient même toxique. Le dopage dans le sport, c'est un exemple flagrant. La perf mesurée devient l'unique but, au détriment de la santé, de l'éthique. C'est un exemple parfait. Ou le bachotage pour un examen. On optimise le score, mais on n'apprend rien sur le fond. Et en entreprise, le focus sur le chiffre d'affaires trimestriel qui peut cacher une dégradation du climat social ou des risques énormes pris pour l'avenir. C'est tout à fait ça. D'accord. Il y aurait une quatrième critique? Oui, une quatrième, peut-être plus culturelle, plus profonde. C'est l'équation un peu implicite. Performance égale compétition égale violence. Oula! Violence. Oui, attention, violence au sens large, pas forcément physique. Quand on met l'accent sur la performance, on se compare. On veut être meilleur que l'autre. Ça mène quasi systématiquement à la compétition. Et dans la compétition? Ce sont souvent ceux qui déploient le plus de violence qui gagnent. L'agressivité commerciale, la domination du marché, l'exploitation sans limite des ressources, écraser la concurrence. Il y a une nuance à faire quand même, non? Une certaine violence peut être nécessaire parfois. Un pompier, un chirurgien. Bien sûr, l'intervention rapide, l'effort intense, c'est parfois vital et légitime. Le problème, ce n'est pas la performance ponctuelle, c'est quand la performance permanente devient la culture dominante. Ça génère une forme de violence permanente, sociale, économique et bien sûr écologique. Ce qui nous amène à cette image que vous avez employée. Le burn-out planétaire. Oui, c'est une métaphore qui parle, je trouve. L'épuisement des ressources, la chute de la biodiversité, le dérèglement climatique, les pollutions. On peut lire tout ça comme les symptômes d'une humanité qui a poussé la performance jusqu'à épuiser les systèmes naturels et sociaux qui la font vivre. Notre quête d'optimisation qui a, en quelque sorte, essoré la planète et nos sociétés. C'est un peu l'idée, oui. Ça nous fragilise énormément, en final. Ce constat, il nous oblige à regarder en face ce monde devenu si... Fluctuant. On entend parler de polycrise, de permacrise. Absolument. On bascule vraiment d'un monde où l'on pouvait espérer une certaine stabilité, raisonnée en moyenne, à un monde d'écart type, de volatilité, d'incertitude radicale. Les extrêmes deviennent la norme. C'est ça. Les événements extrêmes, climatiques ou autres, leur fréquence augmente. En France, c'est multiplié par 4,5 depuis l'an 2000. C'est énorme. Et il faut utiliser les bons mots, vous disiez. Oui, c'est important. On parle d'effondrement de la biodiversité, pas juste d'érosion. De dérèglement climatique, pas juste de réchauffement. Les mots ont un sens. Dans ce contexte, on parle beaucoup du climat, du CO2, mais est-ce que c'est suffisant? C'est un point crucial. Réduire tous les enjeux à la seule métrique du CO2, c'est encore une approche très performance, très indicateur unique. Et ça peut masquer d'autres dimensions vitales. Comme la biodiversité. C'est un levier bien plus fondamental, systémique. Restaurer la richesse du vivant via l'agroécologie, le biomimétisme, s'inspirer du vivant pour trouver des solutions. Ça agit sur quoi concrètement? Sur plein de choses, le stockage du carbone, la résilience face aux pénuries de ressources, pensez aux matériaux biosourcés, à la pollinisation, la dépollution, la régulation de l'eau.
Commencer par le vivant, c'est souvent la clé pour une approche plus holistique. D'accord. Mais alors, si on accepte que les fluctuations sont là pour durer, comment on fait pour vivre avec? Où est-ce qu'on peut trouver l'inspiration? Eh bien, l'inspiration, elle est juste sous nos yeux. C'est le vivant lui-même. La nature. Oui, tous les organismes vivants sont par essence des systèmes robustes. Ils sont le résultat de milliards d'années d'évolution qui les ont sélectionnés pourquoi? Pour leur capacité à durer, à rester stables, viables. Malgré les changements constants autour d'eux? C'est ça, malgré les fluctuations. Et c'est quoi leur secret? Une super performance cachée? Ah, c'est là que ça devient intéressant et contre-intuitif pour nous, formatés à la performance. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas toujours performants. Comment ça? Ils sont même, la plupart du temps, remarquablement contre-performants, au sens où on l'entend. Ils sont souvent inefficaces, lents, pleins de redondances, parfois incohérents, bourrés d'erreurs apparentes. Attendez. L'inefficacité rendrait robuste. C'est paradoxal. Prenons notre température corporelle. On la maintient vers 37 degrés. Oui. À 37 degrés, notre métabolisme, notre système immunitaire, il ne tourne pas à plein régime. C'est un mode croisière. Économe, stable, suffisant pour le quotidien. C'est le mode robuste par défaut. Et la fièvre alors? Quand on monte à 40 degrés? Ah, la fièvre, 40 degrés, là le système immunitaire devient très performant, hyperactif pour combattre l'infection. D'accord. Mais c'est un mode coûteux, épuisant. Si ça dure trop, c'est le burn-out enzymatique. Le vivant, il privilégie massivement le mode stable et économe à 37 degrés. Il ne passe en mode performance que si c'est absolument nécessaire et de façon temporaire. C'est fascinant comme exemple. D'autres illustrations de cette contre-performance bénéfique? Oh, il y en a plein. Le vol d'une mouche, par exemple. Ça a l'air complètement erratique, inefficace pour aller d'un point A à B, Oui, c'est pas une ligne droite. mais cette trajectoire imprévisible, c'est ce qui la rend difficile à attraper. C'est une stratégie de survie, donc de robustesse. Ah oui, vu comme ça. Ou la redondance incroyable dans le vivant. Un arbre qui fait des milliers de feuilles alors que quelques-unes suffiraient en théorie. Nos poumons avec des centaines de millions d'alvéoles. On pourrait dire que c'est du gaspillage. Du point de vue de l'efficience pure, oui. Mais cette redondance, ce gras apparent, ça crée des marges de sécurité. Ça permet d'absorber les chocs, de compenser une défaillance locale, de s'adapter. C'est du jeu dans les rouages. C'est ça, la robustesse. Donc si je comprends bien, la crise actuelle, ce n'est pas juste une crise technique ou environnementale, c'est avant tout une crise culturelle. C'est vraiment le cœur du sujet, je pense. Ça fait 10 000 ans, depuis le néolithique, l'agriculture, la sédentarisation, que le progrès humain rime avec gain de performance. Augmenter les rendements, maîtriser la nature, optimiser. Et aujourd'hui, cette courbe s'inverse. On a l'impression, oui. La poursuite acharnée de la performance devient contre-productive. Elle sape les bases de notre propre survie. Il y a une formule qui dit « la nature menacée devient menaçante ». C'est un peu ça. Justesse d'abord, la performance ensuite. Comme un outil, utilisé judicieusement, ponctuellement. C'est l'inverse du paradigme actuel. Et il faut bien saisir que performance et robustesse, ce n'est pas juste les deux extrêmes d'une même ligne, c'est ça? C'est essentiel de le voir comme ça. Ce sont comme deux axes différents. Un système très performant, c'est optimisé, spécialisé, parfaitement adapté à un contexte stable. Mais du coup, Il est souvent peu adaptable quand le contexte change. Il est rigide. et le système robuste? Lui, il est souvent moins optimisé pour une tâche unique. Il est plus diversifié, capable d'explorer, il est très adaptable aux imprévus. Mais peut-être moins parfaitement adapté à une situation stable et spécifique. Les deux extrêmes sont incompatibles. Souvent, oui. Il faut trouver le bon équilibre sur ces deux axes. Et le contexte actuel nous pousse clairement à renforcer l'axe de la robustesse. C'est éclairant comme perspective. Mais alors, la question qui vient tout de suite, surtout pour les professionnels, comment on fait concrètement? Comment on passe de cette culture de la performance qui est partout à une culture de la robustesse? Surtout avec la pression ambiante pour performer. C'est le grand défi, bien sûr. Une piste clé, c'est d'observer les marges. Les marges, c'est-à-dire? Le changement profond vient rarement du centre du système, des grandes institutions, des grosses entreprises trop installées dans la logique de performance. Il faut regarder à la périphérie. Où ça, par exemple? Les collectifs locaux, les territoires qui expérimentent la résilience, les PME innovantes qui sont déjà confrontées aux fluctuations et qui inventent des solutions robustes, souvent par nécessité. Comme les oiseaux dans une nuée. Ceux sur les bords voient les changements en premier. C'est une bonne image, oui.
C'est souvent la périphérie qui sent le vent tourner et qui initie le mouvement. Godard disait « c'est la marge qui tient la page ». Il y a un peu de ça. Et ce qui est peut-être encourageant, c'est que ce n'est pas juste une idée. Ce basculement, il est peut-être déjà en cours, de façon discrète. Je crois. Oui. Surtout depuis les années 2010, on voit émerger beaucoup de choses. On entend souvent l'arbre qui tombe, les échecs des systèmes trop performants, mais on fait moins attention à la forêt qui pousse, à toutes ces initiatives robustes qui germent un peu partout. Et qui montre que ce qui semblait impossible avant devient possible, voire souhaitable. Des exemples concrets. Oui, prenons la gestion de l'eau par exemple. L'approche performance face aux inondations, c'était quoi? Canalisation, digues toujours plus hautes, optimiser l'évacuation. Et l'approche robustesse. C'est le reméandrage des rivières, comme ils l'ont fait à Saint-Martin d'Auxigny. On redonne des courbes au cours d'eau, on le laisse déborder dans des zones tampons. Le paysage est moins performant pour virer l'eau vite fait, Mais le territoire devient plus résilient. infiniment plus robuste face aux crues, mais aussi aux sécheresses. Et en plus, ça restaure la biodiversité. C'est une désoptimisation locale pour une robustesse globale. Ça a même été médiatisé, je crois. Oui, j'ai vu un reportage là-dessus. Et en agriculture? Le contraste est frappant entre la monoculture intensive, hyper performante une bonne année, mais très fragile, et l'agroécologie ou les mélanges variétaux. Cultiver plusieurs variétés ensemble. Oui, par exemple, plusieurs blés différents dans le même champ. Ça donnera peut-être pas le rendement maximal absolu d'une seule variété, mais ça assure une récolte plus stable, plus résiliente aux maladies, au climat. On vise la robustesse du rendement moyen sur le long terme, pas la performance de pointe. Et côté industrie? Technologie? On voit un retour du tout réparable, de la low-tech, des technologies plus simples, durables, qu'on peut s'approprier localement, des initiatives comme l'Extrême Défi pour des véhicules sobres et réparables, où on partage les innovations au lieu de se faire concurrence. Ça rompt avec l'obsolescence programmée. Complètement. Il y a aussi un pragmatisme qui monte face à la fragilité des chaînes logistiques mondiales. Ça pousse à relocaliser, diversifier les fournisseurs, chercher plus d'autonomie technique. C'est une quête de robustesse économique en fait. Un exemple très parlant d'adaptation aux fluctuations. Ah, la boulangerie solaire d'Arnaud Créteau, près de Rouen. C'est passionnant. Son four marche au solaire, donc énergie fluctuante par nature. Il fait comment les jours sans soleil? Justement, il n'a pas cherché à garantir une production constante à tout prix. Il a construit son modèle sur la fluctuation. Il adapte ses horaires au soleil, il fait du pain qui se conserve longtemps, levain naturel, cuisson particulière. Il a changé sa façon de pétrir. Il a réinventé son métier. Exactement. Pour le rendre robuste face à la variabilité de son énergie, qui est gratuite. Et il diversifie. Il torréfie des graines locales comme alternative robuste au café importé. C'est une déconstruction-reconstruction du métier. C'est impressionnant de voir la diversité des applications. Mais pour une organisation, une entreprise, comment on structure cette démarche pour que ce ne soit pas juste des initiatives isolées? C'est là qu'une approche plus systémique est utile. L'initiative robustesse.org, par exemple, a identifié 4 grands piliers interdépendants pour travailler la robustesse globale. Lesquels? Premièrement, la robustesse des individus et des collectifs. La sécurité, la santé physique et mentale, le moral des équipes face aux crises. Sans ça, rien ne tient. Logique. Le deuxième point. La robustesse du modèle économique. Est-il adaptable? La chaîne de valeur est-elle résiliente, diversifiée? Est-il durable? Comment il encaisse les chocs sur les coûts, les prix? L'élasticité en somme. D'accord. Troisième pilier? La robustesse de la gouvernance et du management. Est-ce que la stratégie et les opérations sont bien alignées? La décision est-elle agile, transparente? Comment on intègre les parties prenantes? Clients, fournisseurs, le territoire. Et le quatrième? Le quatrième, c'est la robustesse financière. La structure du capital, la gestion de la trésorerie, la capacité à absorber des chocs financiers. Il développe d'ailleurs un scan spécifique pour ce pilier. Donc ce n'est pas juste une philosophie, ce sont des leviers très concrets au cœur de l'entreprise. Et on peut évaluer où on en est. Oui, il existe des outils, des scans d'auto-évaluation, des diagnostics accompagnés, et puis des formations, des ateliers pour aider les équipes à comprendre et agir sur leurs propres leviers. L'idée, c'est de passer de la prise de conscience à l'action structurée. Bon, si on devait résumer l'essentiel de cette discussion, on est dans un monde où l'incertitude, les fluctuations, c'est la nouvelle donne. C'est ça. Et dans ce contexte, la seule quête de performance, d'optimisation à tout prix, ça nous fragilise. Elle montre ses limites, oui. La robustesse, cette capacité à tenir bon malgré les aléas, apparaît comme une alternative vitale. Elle s'inspire du vivant, qui privilégie l'adaptabilité, les marges, quitte à être
contre-performant parfois. Exactement. On voit des exemples concrets qui émergent partout, signe d'un changement culturel. Et il y a des outils pour aider les organisations à intégrer ça de façon systémique, via ces 4 piliers. C'est une bonne synthèse. Et pour terminer, peut-être une question pour nourrir la réflexion. Allez-y. Si la robustesse, ça veut dire accepter une part d'incertitude, de fluctuation, voire de désoptimisation choisie pour gagner en adaptabilité, quelle petite marge de manœuvre, quelle redondance, quelle diversification on pourrait introduire consciemment dans nos activités pro dès demain? Pas comme une perte de temps ou d'argent, mais comme un investissement. Un investissement dans notre capacité à encaisser les chocs et à naviguer dans l'imprévu. Une question ouverte très pertinente, qui invite chacune à poursuivre sa propre exploration. On peut d'ailleurs trouver des ressources sur robustesse.org ou dans les travaux d'Olivier Hamon pour aller plus loin. Tout à fait. Voilà qui conclut notre analyse approfondie pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous.